Avec Le Brief, recevez l'info en langage clair. Chez Argenta, recevez des conseils financiers en langage clair. Pour les grands patrimoines aussi. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 14 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'Écho. Refinancer la dette belge va nous coûter 1,5 milliard d'euros en plus cette année. L'État paye cher la hausse des taux à long terme et la défiance des investisseurs vis-à-vis de la Belgique. Encore des droits de douane américains en vue, cette fois-ci sur les drones. À record et demi pour son entrée en bourse, Anthropic pourrait donc battre le record de SpaceX et atteindre les 2000 milliards de dollars de valorisation. Et puis à 24 heures du lancement officiel de la compétition, on revient sur le succès du hockey chez nous. En 20 ans, le nombre de pratiquants a été multiplié par 4. On voit tout ça et le reste en détail. Je suis Julie Vilquet, bienvenue dans le Brief. Le Brief. Cette info dès 7h. Cette année, l'État va payer 1,5 milliard d'euros d'intérêts en plus pour refinancer sa dette. C'est la conséquence directe de la hausse des taux à long terme. Entre janvier de l'an dernier et maintenant, le taux des obligations linéaires, celles qui servent de référence, leur taux à 10 ans, par exemple, est passé de 3% à 3,65%. La Belgique doit donc consacrer de plus en plus d'argent au remboursement de sa dette et cette facture commence à chiffrer. Salut Philippe Gallois. Bonjour Julie. Tu couvres l'actualité fiscale à la rédaction, c'est toi qui as sorti tous les chiffres et calculé combien ces taux élevés nous coûtent. Est-ce que tu as un exemple justement, un emprunt que le pays a fait pour qu'on se rende bien compte de ce que représente ce surcoût ? Oui, par exemple, on peut prendre l'emprunt que l'État belge a réalisé en tout début d'année, en janvier. On a emprunté 8 milliards d'euros sur 10 ans, à un taux d'intérêt moyen de 3,44%. Pour un même emprunt réalisé en début 2025, donc sur une même durée, 10 ans, on avait payé 3,14%. Donc entre 3,14 en 2025 et 3,44 en 2026, il y a une hausse, le taux a augmenté. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais quand on emprunte pour 8 milliards d'euros, il y a une différence considérable sur toute la durée de vie de ces obligations. Au lieu de payer 2,7 milliards d'euros comme on va le faire au taux actuel, on avait payé en 2025 2,5 milliards d'euros sur toute la durée de vie de ces obligations. Donc il y a 200 millions d'euros de différence rien que pour cet emprunt de 8 milliards d'euros. J'ai fait la même opération pour tous les emprunts réalisés en 2026 jusqu'à présent, jusqu'à fin juillet. Et si on fait l'addition totale, on arrive à 1,5 milliard d'euros de surcoût dû à la hausse des taux entre 2025 et 2026. Oui, donc un montant considérable, mais comment on en est arrivé là ? Et ça, c'est en fait simplement la réaction des marchés par rapport à la situation d'endettement de l'État belge, qui s'aggrave, malgré les efforts budgétaires récents, ça continue à s'aggraver d'année en année, la dette a gonflé. Et quand la dette devient plus importante qu'elle ne l'était auparavant, les investisseurs s'inquiètent un peu sur la capacité de rembourser à long terme de l'État. Et donc, pour compenser la prise de risque que prennent ces investisseurs pour prêter de l'argent à l'État belge sur une si longue période, il faut payer un taux d'intérêt plus élevé. Les investisseurs demandent un taux plus élevé. Donc, c'est ce qui explique l'évolution. Et 1,5 milliard d'euros, pour se faire une idée, c'est 20% de l'effort budgétaire à fournir au niveau fédéral d'ici 2029. Merci beaucoup Philippe. La Maison-Blanche a lancé une nouvelle salve de droits de douane. Cette fois-ci, c'est sur l'industrie des drones. Ces nouveaux tarifs vont s'échelonner de 10% jusqu'à 100% en fonction de l'endroit où les drones sont produits, en fonction de leur taille et de leur spécificité technique aussi. Globalement, des drones produits en Europe seront surtaxés à 15%. La mesure vaut aussi pour les composants qui servent à fabriquer les drones. Le président américain estime que les États-Unis sont trop dépendants des importations de drones étrangers. Pour la plupart, ces nouveaux droits de douane entreront en vigueur d'ici 21 jours. Je vous parlais d'un record dans les titres. 2 mois après l'entrée en bourse record de SpaceX, Anthropic pourrait lui voler le titre. Le créateur de Claude vise une valorisation de 2000 milliards de dollars pour son entrée en bourse prévue à l'automne. C'est 2 fois plus que la valorisation actuelle de la start-up. Alors pour justifier un tel écart, Anthropic peut compter sur la croissance spectaculaire de son chiffre d'affaires. Il pourrait dépasser les 100 milliards de dollars cette année, c'est-à-dire 10 fois plus que l'an dernier. Avec ce genre de résultats, certains des investisseurs qui financent déjà Anthropic envisagent même une valorisation encore plus importante.
Autre record chez nous, cette fois-ci, celui de Lotus Bakeries. Le biscuitier s'est offert un nouveau record à la Bourse de Bruxelles avec une hausse de 61% de son action depuis le début de l'année. Sa capitalisation repasse ainsi au-dessus des 10 milliards d'euros, c'est-à-dire 4 milliards de plus qu'il y a un an. Cette envolée s'explique notamment par les résultats semestriels particulièrement bons et par la nouvelle usine Biscoff en Thaïlande. Tout ça a rassuré les investisseurs. Lotus peut aussi compter sur un appétit qui ne faiblit pas pour les biscuits Biscoff. Entre son partenariat avec Mondelez, qui pourrait booster le développement de l'entreprise en Inde et au Brésil, et aussi avec la collaboration avec le producteur de crème glacée Froneri, le groupe continue de multiplier les sources de croissance. Résultat, Lotus signe la meilleure performance du PEL20 et pourrait encore battre l'indice pour la 22e fois en 25 ans. On passe des biscuits à l'énergie et là c'est un peu moins rose. Fluxys n'a toujours pas de clients pour son réseau d'hydrogène. Lancé l'an dernier, le chantier de ce réseau entre le port d'Anvers et Gand ressemble de plus en plus à un parcours d'obstacles. Le gouvernement fédéral a déjà retiré 250 millions d'euros de subsides. Ça a obligé Fluxys à réduire par 3 la première phase du chantier. Elle est passée de 150 à 48 km. Et le retard accumulé pendant les travaux a aussi des conséquences, notamment la perte d'un prêt de 80 millions d'euros à taux préférentiel. Maxime de Weyer, c'est toi qui suis ce dossier. Bonjour. Bonjour Julie. C'est donc un nouveau coup dur pour Fluxys et son projet. Pourquoi est-ce que l'entreprise persévère ? Pourquoi elle continue malgré tout ? Alors pour Fluxys, abandonner ce projet en cours de route, ça serait quand même un terrible aveu d'échec sur le plan de l'hydrogène. L'hydrogène qui est un des piliers de sa stratégie future, la stratégie d'après le gaz naturel. Et c'est aussi difficile de l'arrêter parce que les entreprises, même s'il n'y a pas encore de signataires de contrat, elles manifestent toujours un intérêt, même s'il est plus timide qu'espéré, pour à terme utiliser le réseau de transport d'hydrogène qui sera utilisé dans leur décarbonation. Le problème, c'est que pour l'heure, en Europe, l'hydrogène a vraiment du mal à démarrer. Il y a peu de demandes industrielles parce que l'hydrogène vert, ou en tout cas décarboné, reste plus cher que ses alternatives fossiles, parce que l'industrie européenne va mal aussi et a moins de budget pour se décarboner, et parce que d'autres solutions sont désormais privilégiées, comme la capture carbone. Tout ceci fait que c'est difficile pour les entreprises de prendre des décisions finales d'investissement concernant l'hydrogène. Et la perte de ce prêt, ces 80 millions d'euros issus du Fonds européen de relance, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Alors la perte de cette aide européenne, ça peut effectivement être une mauvaise nouvelle pour les futurs utilisateurs du réseau. En effet, les coûts du réseau, ils sont financés in fine par ces utilisateurs à travers des tarifs. Et ces tarifs ne sont pas encore définis. La CREG, le régulateur de l'énergie, est en train de les façonner. Mais on comprend très bien que pour les premiers utilisateurs, franchir le pas sera forcément lié à cette question des tarifs. Combien vont-ils payer pour utiliser le réseau ? Et si le coût augmente à la base, en perdant des subsides par exemple, ça devient plus lourd pour tout le monde. Alors évidemment, la CREG explique qu'ils vont essayer de lisser dans le temps les coûts additionnels de sorte que les premiers utilisateurs ne soient pas découragés, mais il n'empêche que cela constitue un obstacle supplémentaire pour la stratégie hydrogène de Fluxys et de la Belgique. Merci beaucoup Maxime. 5 jours de congé en plus par enfant, c'est ce que prévoit le futur crédit en familial. On en sait maintenant un peu plus sur la mesure approuvée pendant l'été. Elle concernera les enfants nés à partir du 1er janvier 2026 et elle s'ajoutera aux congés de naissance et de maternité. Ces 5 jours pourront être pris en une ou en plusieurs fois dans l'année qui suit la naissance et ils seront accessibles aussi bien aux salariés qu'aux fonctionnaires et aux indépendants. Ces jours reviennent en priorité aux pères ou aux coparents, mais celui-ci pourra choisir de renoncer au profit de la mère. Attention quand même, les parents ne pourront pas partager ces jours comme ils le veulent. Seul un parent pourra en bénéficier à la fois. Reste encore une inconnue de taille, le montant de l'indemnité. Il n'est pas encore fixé et il devra l'être via un arrêté royal. Les amateurs le savent et si vous avez écouté le brief cette semaine, vous le savez aussi, la Coupe du Monde de hockey masculine et féminine démarre demain à Wavre. 2 semaines de tournoi, 50 matchs à jouer ici, 50 autres à jouer aux Pays-Bas, plus de 100 000 spectateurs attendus à Wavre. Alors aujourd'hui, on vous propose de revenir sur le succès du hockey chez nous. En 20 ans, il a totalement changé d'échelle. On comptait 14 000 membres dans les clubs en 2005. Ils sont plus de 60 000 aujourd'hui. En fait, cette popularité a suivi la même courbe que les résultats des Red Lions. Champion du monde, champion d'Europe et champion olympique. Arnaud Martin, tu as analysé les raisons de cette ascension. Salut. Bonjour Julie.
Évidemment, on parle beaucoup des succès des Red Lions, mais derrière, il y a aussi tout un travail de fond mené par la fédération. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour faire grandir le hockey chez nous ? Oui, il y a effectivement plusieurs éléments qui ont joué en plus de la popularité générée par les résultats des équipes nationales. Pour commencer, l'organisation, la fédération elle-même est assez réputée pour son bon fonctionnement. Et il y a une série de choix stratégiques qui ont été posés assez tôt et qui ont eu des effets positifs. On pense notamment au fait d'accorder depuis déjà très longtemps les mêmes budgets pour le hockey masculin et féminin. Et donc c'est une fédération qui est souvent citée en exemple et qui inspire d'ailleurs parfois d'autres sports comme le rugby. Sinon, un autre élément, c'est le sponsoring. En étant pratiqué aussi bien par des hommes que par des femmes et presque par autant de francophones que de flamands, le hockey peut offrir un marché très intéressant pour les marques. Et donc évidemment, plus de sponsors, ce sont plus de revenus pour la fédé. Peut-être encore souligner la faculté qu'a le sport à se réinventer constamment, puisque chaque année, il y a des nouvelles règles qui sont testées avec comme objectif de rendre le sport toujours plus rapide et donc aussi plus attractif à regarder. Et donc auprès du public et du sponsor, ce sont des éléments qui sont forcément intéressants. Et vu l'augmentation du nombre d'affiliés ces 20 dernières années, est-ce qu'il y a encore une marge de progression ? Est-ce qu'on peut encore compter sur plus de nouveaux pratiquants ? On voit déjà que l'augmentation n'est plus la même qu'entre 2010 et 2020 à peu près. La croissance ralentit, mais elle est toujours encore bien présente. Et d'ailleurs, quand on en parle avec les responsables de la fédération, ils estiment qu'atteindre entre 65 000 et 70 000 membres à moyen terme, c'est un objectif qui est très réaliste. Et ils savent aussi qu'après chaque grosse compétition, il y a un effet sur les inscriptions. Donc ça dépendra aussi sans doute du parcours de nos deux équipes nationales. En tout cas, les Red Lions joueront leur premier match demain soir à 21h face à la France. Les Red Panthers, elles, joueront dimanche face à la Nouvelle-Zélande. Merci Arnaud. Merci aussi à Enzo Cotti qui était à la préparation cette semaine. Lundi, vous retrouverez Ondine RS au micro avec le retour des invités du lundi. Elle recevra Étienne de Calataille, économiste et fondateur d'Orcadia Asset Management. Ensemble, ils parleront des conséquences toujours du blocage en Iran, de politique monétaire et du dossier Belfus-Etias, entre autres. Restez à l'écoute, mais d'ici là, bien sûr, passez un bon week-end. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.